c'est l'histoire d'un podcast qui Il a jamais démarré, depuis... Désolé, depuis tout à l'heure, je fais tout sauf le podcast. Bon, en même temps, ça fait plaisir de se faire une petite journée là, entre chasseurs. Ça fait grave plaisir de faire un événement en société Un avec event. des gens avec qui partager des choses. Non, mais c'est vrai que c'est pesant. Hein. Ouais, ça Ça y commence est. à être long là. Franchement, Parle, Bruno, dis ce que tu as sur le cœur. Ouais, tu vois, ça fait deux choses. Ouais, c'est bon. Bon, c'est bon. Attends, hop. Hop là, c'est bon. Je crois qu'on est beaucoup à voir la photographie comme indissociable de la chasse à l'orage. C'est notre façon de raconter ce qu'on a vu, autrement que par les mots. Pour certains, ça s'arrête à ce témoignage factuel, et pour d'autres, dont mes invités du jour font partie, il s'agit aussi de s'exprimer de façon créative et artistique. Bruno Ménien et Basile Ducournau m'ont proposé justement d'exposer quelques tirages photos à leur côté, dans la galerie de Bruno pendant quelques semaines. Une expo qui regrouperait également des images de Nicolas Gascard, Pierre-Paul Fett et Jérémy Gaillard. Alors j'y suis allé avec joie et on en a profité pour enregistrer un simil de Cape. Oui, le premier depuis un peu plus d'1 an. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, je crois. En tout cas, on a mis nos masques et on a disserté sur notre rapport artistique à la photo d'orage. J'espère que ça sonnera pas trop pompeux ou prétentieux. Bruno et Basile m'ont raconté leurs nombreuses expériences d'expo en distillant pas mal de conseils, et on s'est demandé à quoi ça servait tout ça, et si ça valait le coup de se lancer dans un tel projet. Allez, let's go pour cet épisode 4. Hier soir, la mini-tornade a duré quelques minutes à peine. Pour le moment, on se dirige vers un gros orage. Un orage littéralement coincé dans un nuage. This is an extremely dangerous tornado with complete devastation likely. C'est 6000 de Cape. mais c'est la première fois que j'ai la chance, l'honneur d'être exposé dans une belle galerie comme ça sur Paris. Donc déjà, merci beaucoup Bruno pour l'invitation transmise via Basile d'ailleurs. Mais en tout cas, Avec un délai absolument ça a été vraiment au dernier moment, mais c'est large. Hein. Et en même temps, c'est ce qui correspond à la période où bon, on sait jamais trop de quoi demain est fait. Bah, je pense que ça correspond à la période où il y avait un petit trou de souris. On s'est peut-être un peu engouffré dedans en se disant que ce serait pas mal de créer un événement à la sortie de l'hiver, histoire de redonner un petit peu peut-être un petit peu d'espoir, un peu de baume au cœur. C'est vrai que on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'exposer, hein, que ce soit. Bah ouais, c'est clair. Enfin, que ce soit quiconque. Toi, Bruno, ça a été peut-être un petit peu plus. Vu que tu as la galerie, c'est un petit peu plus. Ça traîne un petit peu. Ça a été un petit peu plus simple. Il y aura du montage dans ce podcast, c'est pas grave. Non, non, vraiment, c'est clair que la dernière belle expo qu'on avait faite ensemble, ça remonte à juste avant tout ça. C'était en novembre, fin octobre, début novembre 2019. Et juste pour expliquer un petit peu plus où est-ce qu'on est, pourquoi on est là exactement, peut-être que Bruno, toi, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus, parce que c'est toi qui es à l'origine de cette exposition. C'est toi qui est à l'origine de la galerie même, puisque nous sommes chez toi, nous sommes dans tes murs. Oui, effectivement, la galerie des photographes, je l'ai ouverte il y a déjà maintenant presque 2 ans, avril 2019, dans l'idée de partager en fait la photo, de ne pas être seulement une passion individuelle, mais d'exposer tous les photographes qui me plaisent, d'aller chercher des horizons, d'aller chercher des choses qu'on ne voit pas habituellement. Et je pense que l'expo là, elle est parfaitement dans cette ligne-là. Hein. C'est des choses que, en tout cas, dans nos visiteurs, c'est pas des choses qu'on voit régulièrement. C'est des choses qui parlent à tout le monde, parce que c'est les cieux, c'est les orages, c'est les atmosphères qu'on a tous connues. Mais les voir en photo, c'est autre chose. Et c'est ça qui m'intéressait dans cette exposition collective. Voilà, le côté collectif me plaît aussi beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours dans le milieu où on a tendance parfois à faire des choses chacun un peu de notre côté. Et là, on rassemble des photos assez diverses. En tout cas, je trouve qu'on a un panel intéressant et c'était ça le but. Et comme tu l'as dit, c'est un thème assez varié. Enfin, ça ne se limite pas aux orages, c'est vraiment sur des atmosphères, des ambiances. Oui, l'exposition s'appelle Cieux éphémères. Voilà, donc on a longuement réfléchi au titre qu'on allait donner à l'exposition. Basile a eu l'idée de Cieux éphémères. Oh, finalement, c'était une conversation qui a duré 5 minutes, hein, longuement. Longuement, oui, c'est vrai. On s'est creusé le crâne pendant très très intensément pendant 6 minutes. C'est vrai qu'on est assez vite arrivé à ça finalement, Cieux éphémères. Alors l'idée d'avoir pas seulement des orages, parce que il n'y a pas que ça en fait dans ce qui nous intéresse, point de vue climatique. Je pense en tout cas, beaucoup de chasseurs d'orages ne sont pas intéressés que par les orages, mais par l'ensemble des phénomènes climatiques. Ouais, c'est clair. Et même au-delà de ça, tout ce qui se passe dans le ciel, tout ce qui se passe dans la nature.
Donc là, on s'est limité au ciel quand même, mais avec des orages, des nuages, des brumes. Voilà, des photos magnifiques de Pierre-Paul Fête dans la brume, des photos beaucoup plus enneigées de Nicolas Gascard sur le Jura, des photos d'orage évidemment, hein, bien sûr, mais voilà, il y a vraiment tout un panel qui permet de s'évader un petit peu dans ces temps confinés. Ouais, et puis c'est un des rares endroits où du coup on peut encore un peu voir de l'art finalement en ce moment, donc c'est pas mal quoi, ça offre une alternative au musée, aux choses comme ça quoi. Donc, Oui, les musées sont fermés, tout est de la culture aujourd'hui, les festivals sont annulés les uns après les autres. Tout le monde croyait en plus que ça allait pouvoir reprendre là. Et puis au fil des mois, on se rend compte que c'est pas le cas. Ouais, on Et nous, déchante en un tout petit cas, peu, ouais. nous, on continue, on est toujours ouvert. On a cette chance-là. On a beaucoup de gens qui passent, qui nous disent que c'est un petit bol d'air dans leur journée. Et ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai que c'est le but. Bah, c'est vrai que les gens viennent rechercher finalement ce qu'ils ont une toute petite partie, une infime partie de ce qu'ils ont perdu dans peut-être des lieux plus grands qui brassent une quantité de personnes plus importantes. On sent en tout cas que les gens sont contents de s'évader un petit peu. Et cette exposition, là, je pense qu'elle est doublement intéressante parce que déjà, c'est une exposition d'art, mais en plus, voilà, on peut se poser devant. Là, derrière moi, j'ai une photo de la comète sur un îlot en Bretagne de Basile. J'ai une photo d'aurore boréale. J'ai une photo en face de moi de Chris. Voilà, avec un arcus et un éclair qui est éclairé. Enfin, à la fois, il y a un éclair sur la photo et en même temps, il y a une lumière diffuse qui est liée à un éclair qui est derrière Chris au moment où il prend la photo. Voilà, on se plonge là-dedans. J'ai une cabane avec tout un ciel très noir derrière et puis une immense plaine. Voilà, on s'évade, on part à l'aventure en restant près de chez soi finalement. Et vous deux, vous avez l'habitude de faire des expos ensemble déjà en fait. Vous avez, il me semble, déjà créé une expo qui s'appelait Atmosphère, c'est ça? Et qui s'appelle toujours. Qui s'appelle toujours Atmosphère puisqu'elle elle est amenée à se répéter encore en différents endroits. Vous l'avez fait tourner déjà dans plusieurs endroits sur Paris, c'est ça? C'est ça. Et 11 éditions de mémoire ou 12. Il faudrait qu'on reprenne les archives parce que la dernière remonte un petit peu, mais c'est ça, un peu plus d'une dizaine. Vous connaissez d'où d'ailleurs, vous deux à la base? Bah, c'est un petit peu. On s'est plus un petit peu rencontrés. On est une bande assez proche à s'être rencontrés dans les années 2000, entre 2005 et 2007, 2008. Il faut peut-être préciser que c'est grâce au forum d'Henri Buffetot, Ouais, à l'époque, notamment. qui nous a mis un peu tous C'était la très grande époque. sur cette communauté Internet. C'était l'époque des forums, c'était avant Facebook, etc. Et on s'est retrouvés à faire des chasses ensemble, à s'organiser des chasses ensemble via ce forum. C'est un petit peu ce moment-là Et on s'est rencontrés là. où on s'est tous un petit peu rencontrés. On s'est rendu compte qu'on était finalement pas si seuls que ça à nous intéresser à tous ces phénomènes. Et on s'est un petit peu plus ou moins mis en contact, étalé sur quelques années différentes. Et puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvés sur le terrain. On a commencé à multiplier les sorties. Et puis, au final, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de penser à un projet, vu qu'on était passionné par la photo par ailleurs, hein, pas que par le côté météo, mais on commençait déjà à se pencher un peu sur la question, à se dire, tiens, ce serait pas mal de créer un petit projet autour de ça. Et finalement, la toute première expo commune qu'on a pu lancer ensemble, à deux, c'était une expo qui a eu lieu en 2014, à l'automne 2014, pas très loin de République, dans une très grande galerie. Donc on avait vraiment mis les petits plats dans les grands. On avait cherché une galerie pendant des semaines, voire même des mois. On avait tourné dans tous les sens. On avait vraiment mis le paquet pour que c'est vous qui avez démarché. On avait poussé des portes. Ouais. On avait visité des dizaines, voire des centaines de lieux. Au fond, c'est un milieu qu'on connaissait pas du tout. En tout cas, moi, que je connaissais pas du tout. J'étais totalement étranger à cet univers-là. Donc, toi, je sais pas, Bruno, comment tu l'as ressenti c'est vrai que tout est nouveau, quoi. On doit chercher. Déjà, il y avait 200 mètres carrés, donc il fallait qu'on définisse quelles photos exposer, qu'est-ce qui allait ensemble, comment on allait faire les tirages, les encadrements, la présentation des photos. Inviter tout le monde, faire un vernissage. Enfin, c'était magnifique. On avait même fait des projections avec un appareil à diapositive, les projections de ton film, Basile. C'était une belle aventure. Il y avait un côté vraiment, on construisait quelque chose. C'est un peu ça, c'est qu'il y avait un côté hyper convivial en fait. C'est-à-dire que ce qui est vachement intéressant en fait dans ce type d'événement, c'est que déjà les gens peuvent rentrer comme ils veulent, hein, c'est l'entrée est libre. Ils peuvent rester autant de temps qu'ils veulent. Ils peuvent venir seuls, ils peuvent revenir avec leurs amis, leur famille. Voilà, donc on a découvert en fait cette espèce de sensation hyper.
c'est absolument génial en fait de ressentir qu'on a un retour d'un public en fait par rapport à son travail, quoi. C'est hyper. Alors, il faut rester évidemment très, très humble par rapport à ça, très humble, mais c'est hyper satisfaisant quoi, d'avoir des retours positifs ou même sans forcément être positifs, juste constructifs, Oui, ou même des discussions, d'échanger. des échanges. Ouais. C'est vrai que c'est par rapport à ta question tout à l'heure, c'est ça qui apporte, à mon avis, l'exposition en galerie, par rapport, même pas en galerie d'ailleurs, hein, l'exposition tout court, le fait de tirer, d'avoir des tirages, des cadres, des objets, photos à présenter, plutôt que d'avoir simplement voilà, un affichage sur Internet. Ouais. Enfin, je trouve que c'est une vraie différence. On n'est pas du tout sur la même chose. Sur Internet, on passe, on regarde, on voit en petit, c'est des Très pixels. superficiel, ouais. C'est assez superficiel, effectivement. Même les discussions qu'on peut avoir, bon, ça va jamais très loin parce que on voit pas les gens, on n'a pas les Et puis c'est les beaucoup moins, discussions qu'on peut avoir en physique. c'est beaucoup moins spontané quand on quelque voit part. les images. Tu vois, il y a une vraie richesse dans les échanges qu'on peut avoir quand on fait une exposition. Et je pense que c'est ça qui nous pousse aussi à faire l'exposition. C'est pas simplement montrer notre travail, mais c'est aussi provoquer ces échanges en fait. Et puis partager ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu ressentir quand on a pris ces photos. Et à quel moment tu as eu envie de passer justement de l'autre côté? À quel moment tu t'es dit, moi aussi j'ai envie d'ouvrir ma galerie et d'inviter d'autres gens à exposer? C'est fait un peu au fur et à mesure. Et c'était au début pas évident, parce que moi je me voyais plutôt comme photographe que comme galeriste. C'était pas du tout voilà, quelque chose que j'avais envie de faire. C'était pas un objectif précis que j'avais. Ouais. Mais petit à petit, le fait de découvrir l'univers des galeries, le fait d'exposer, le fait aussi parfois peut-être de voir des galeries qui ne me correspondaient pas, voilà, qui correspondaient pas à l'idée que je me faisais d'une galerie, Mhm. m'ont poussé à faire ma propre galerie dans l'esprit et dans l'état d'esprit voilà, que j'avais envie de promouvoir. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que, enfin, un petit additif à ce que tu dis là, c'est qu'on s'est vraiment heurté parfois à comment dire, à des mondes qui nous semblaient totalement étrangers, totalement différents, hein. Il y a vraiment des galeries où on s'est senti vraiment, avant même d'y rentrer ou à échanger en fait avec la personne qui gère les lieux, vraiment, on s'est senti vraiment Quand tu penses au monde de l'art, tout de suite il y a un petit côté potentiellement un peu prétentieux, quoi. un C'est peu. ça? Oui, et puis très, très, peut-être pas forcément toujours assez ouvert, Ouais. peut-être trop élitiste. Enfin, trop, Ouais, c'est ça. trop. Enfin, il y a souvent des gens, c'est des phrases qu'on a très, très, très souvent entendues en expo. C'est moi, je suis pas un spécialiste, j'y connais rien. Vraiment, je vous parle en profane et tout, mais ça me plaît. On leur dit. Mais c'est une question de sensibilité pure et dure, quoi. Si ça vous plaît, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. C'est Ouais, aussi simple que ça, quoi. C'est vrai que cet état d'esprit, on l'a pas partout, et malheureusement. Hein. Bon, après, c'est un historique, voilà, il y a tout un contexte qui fait que c'est comme ça aujourd'hui, pas partout. Et voilà, nous, en tout cas moi, pardon, j'étais dans cet état d'esprit d'aller vers le partage de l'art, notamment de la photo aussi, parce que la photo, mine de rien, n'est pas un art qui est beaucoup mis en valeur dans la galerie. On le retrouve assez peu. Bon, il y a quelques galeries photo, évidemment, mais voilà, par rapport à la peinture ou la sculpture, ça reste un art, un art mineur. D'accord. Ah ouais, je pensais pas à ça. Par rapport à d'autres formes d'art. Alors il y a aussi le fait que c'est très terre à terre, mais l'aspect financier joue, c'est-à-dire que les photos se vendent moins cher que des sculptures ou des peintures. Donc pour un galeriste, c'est un peu plus compliqué d'avoir un modèle économique avec ça. Enfin, Même si effectivement quand vous rentrez dans la galerie, vous allez dire quand même, c'est pas donné. Ouais. Mais Ouais. voilà, les prix restent quand même beaucoup moins élevés que sur la plupart des expositions de peinture, de il y a sculpture. peut-être tout simplement moins de Et puis, spéculation dessus aussi. il y a hein. peut-être moins de spéculation. Et puis, moi, ce qui m'intéressait, au-delà de ça, c'était donc promouvoir la photo et puis une certaine vision de la photo. Avec des photos finalement belles de façon assez classique. Parce qu'on a tendance à opposer les photos belles aux photos artistiques. Mhm. En tout cas, on voit parfois un peu cette dichotomie. Et moi, je pense qu'une photo peut et doit être belle, en fait, tout en étant artistique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un premier regard où voilà, on est accroché, mais qu'après, il y a une deuxième lecture où on va voir plein de nouvelles choses. On va pouvoir la regarder jour après jour, voir des choses qu'on n'a pas vues, voir des petits détails, voir des lumières, des contrastes, des histoires qu'il y a derrière les photos. Et ça, c'est pour moi important voilà, de mettre en valeur ça. Et voilà, je pense que le côté belle photo, on le retrouve ici dans l'expo actuelle particulièrement. C'est vrai que c'est plutôt dans une expo que tu vas avoir le temps de t'immerger dans l'image et de... Forcément, tu fais la démarche, quoi. Tu fais la démarche de rentrer dans une galerie, tu vas rentrer dans les images. Alors que... C'est clair que rentrer dans une galerie, ça veut dire déjà acter le fait qu'on va passer un peu de temps, quoi, et qu'on va cheminer progressivement, qu'on va essayer de s'imprégner
d'une image, même si on rentre pas tout de suite dedans au premier regard. Mais il y a vraiment une démarche. Ouais, le simple fait de passer le seuil de la porte, il y a vraiment quelque chose. Je crois qu'effectivement, là, on a touché la notion fondamentale, en fait. C'est ce que tu dis, c'est le temps. Ouais. Le temps, finalement, on l'a plus, ou en fait, on ne le prend plus, tout simplement. Et dans une galerie, rien que le fait d'aller voir des photos, on va prendre le temps. Et on prend le temps déjà de faire des photos pour le photographe. On prend le temps de les mettre en valeur. On prend le temps de faire des tirages, des cadres qui vont être adaptés à chaque photo, de les installer, les accrocher. Voilà, alors ça paraît tout bête, mais faire des bons éclairages, mettre telle photo à côté de telle photo. Il y a toute une histoire qui se crée, une scénographie. Et après, pour les visiteurs, c'est le temps de les regarder, le temps de lire la petite légende qui va avec, de discuter éventuellement avec l'artiste s'il est là ou avec le galeriste. Et puis, quand on va jusqu'au bout et qu'on achète une photo, là, on prend carrément le temps tous les jours, ou pas, mais en tout cas d'avoir la photo chez soi. Et ça continue, voilà, cette démarche qui est sur le long cours. Et donc, c'est, je pense, assez fondamental, cette notion de temps, qui sépare l'instantané qu'on a beaucoup sur Internet d'une démarche beaucoup plus aboutie qu'on peut avoir via le support physique de l'image. Puis je pense qu'il y a aussi le fait de contrer cette idée de saturation aussi qu'on a sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a une telle quantité de contenu que forcément on y est perdu et forcément on papillonne à droite à gauche. J'allais faire une comparaison un peu, peut-être un petit peu osée. Vas-y, ose. Je suis pas un expert du domaine, mais pour faire une petite analogie un peu peut-être un peu parlante, c'est un peu comme tous les sites, toutes les applis de rencontres en fait, Tinder, etc. Bon, et à un moment on a commencé à voir au bout de ces applis-là, elles existaient depuis 2-3 ans. On a commencé à avoir des trucs qui ont émergé ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est je sais plus, c'est One, enfin bref, c'est un truc où on peut en avoir un par jour, ou en gros c'est où il y avait vraiment ce côté de privilégier le côté qualitatif à la quantité. C'est marrant, mais en parlant de ça, ça m'a fait penser à ça. Et effectivement, il y a un moment, je pense que la surabondance, que ce soit en termes d'images, d'informations, elle crée, oui, peut-être une sorte de, même inconsciemment, une sorte de haut le cœur, une sorte de vraie saturation. Je suis complètement d'accord. Là, il y a une notion de choix aussi qui est importante. Parce que si on veut faire plus long, si on veut prendre le temps, forcément, on doit choisir. Et c'est complètement à l'opposé de ce qu'on nous propose, de ce qu'on se propose nous-mêmes d'ailleurs, dans la société actuelle, où on a un choix qui est gigantesque. On peut passer des heures et puis on n'aura jamais tout vu de ce qu'il y a sur Internet, évidemment, même si on va très très vite. Et là, c'est l'inverse qu'on fait. En fait, on propose un choix de photos qui est restreint et qui est en fait, on considère que celles-là, elles ont de l'intérêt, elles ont une histoire, et qu'on peut prendre le temps de les regarder. Et c'est vraiment un choix. C'est-à-dire qu'on va évacuer tout le reste. Et on va se dire, en fait, on reste juste sur quelques photos, et ça nous suffit. C'est du récit, en fait. C'est changer de récit, au lieu d'être dans une sorte de fuite en avant, d'essayer de se recentrer sur quelque chose de plus consubstantiel, quoi. C'est vrai, ouais. Et puis d'ailleurs, là, je pense que c'est là tout le travail du galeriste, en tout cas, c'est d'aller faire ce choix. Ouais, c'est ça et de proposer quelque chose qui est déjà sélectionné, qui est déjà, on va dire, la quintessence. C'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais c'est en tout cas une sélection resserrée autour d'un sujet, d'un artiste, et sur peut-être une rétrospective de 10 photos, mais qui vont retracer peut-être 10, 15, 20 ans de carrière, quelque part. Donc c'est vraiment des images charnières, quoi. Vraiment, et d'ailleurs, c'est très dur, le choix des photos. Là, j'étais... sur les dernières semaines, sur le choix des photos pour les 6 artistes. Faut en trouver 6-7 par artiste, c'est pas évident. Quand on a un Pierre-Paul Fête qui a fait des dizaines de milliers de photos et qui en a des centaines qui mériteraient d'être exposées, c'est difficile. Plus encore quand c'est au galeriste de faire ce choix-là et pas à l'auteur c'est ça. Lui-même. Oui. Alors le galeriste, souvent, il a ce regard aussi sur l'artiste, un regard extérieur. On se retrouve parfois avec des artistes qui ne se rendent pas compte de quelles sont les photos qui sont en fait plus riches que les autres, qui ont plus de choses à dire. Et c'est hyper intéressant d'être justement un peu ce censeur, ce critique, qui va venir regarder tout le travail d'un artiste et puis pêcher par-ci, par-là les pépites qui se glissent dans son travail. Et ça, c'est vraiment la belle partie du travail d'un galeriste. Et je pense que même au-delà du contexte d'exposition photo, ce travail de sélection et de se restreindre vraiment aux meilleures prises, je pense que c'est un conseil qui peut être intéressant à donner même à des photographes amateurs, des jeunes qui écoutent peut-être, et qui peuvent avoir tendance à vouloir tout partager absolument. Alors qu'en fait, c'est peut-être bien de garder vraiment les meilleures pépites et de mettre celles-ci en avant et
et de pas noyer vraiment vos meilleures photos parmi tout un tas de photos un peu plus moyennes, si on peut dire. Et je suis complètement d'accord. Et c'est vraiment difficile. Hein. Ouais. C'est pas un travail qu'on fait comme ça soi-même déjà. Ouais. Enfin, en tout cas, personnellement, si je prends mon expérience personnelle, c'est mon cousin qui est photographe, qui s'appelle Jean, et qui un jour a pris mes photos. Alors j'en ai montré, j'en ai peut-être quelques dizaines, voire peut-être même quelques centaines. Il a regardé, il a dit ça. Et moi, j'avais pas du tout conscience. En fait, celle-ci avait quelque chose en plus. Mais en fait, à la réflexion, ça m'a énormément aidé. Et aujourd'hui, c'est un peu la base de ce que j'expose. C'est ça qui a permis d'acérer un petit peu mon œil, d'aiguiser mon regard, et de voir qu'est-ce qui faisait mon style en fait par rapport aux autres photos qui étaient plus banales. Moi, ce que j'ai remarqué, par rapport à mon expérience perso sur la première expo que j'avais faite il y a un peu plus d'1 an, ce travail de sélection, il a été extrêmement dur, effectivement. J'ai pas eu forcément une grosse aide extérieure parce que c'était dans le cadre d'un festival, donc avec plein d'exposants très variés. Enfin, on n'avait pas un accompagnement comme on peut l'avoir sur une expo dans une galerie comme ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que une fois que j'ai installé mes images, j'ai pu prendre du recul sur des photos comme je l'avais jamais fait avant sur l'écran, quoi. Comme tu disais, j'ai un peu compris ce qu'était mon style. Enfin, j'ai senti une cohérence quand même entre les images. Ça m'a surpris moi-même. Et du coup, rien que pour ça, je trouve ça intéressant de mettre ces images sur papier, pour les voir toutes les unes à côté des autres et sentir un peu la personnalité qu'on a dans notre démarche. Et du coup, une fois qu'on la ressent et peut-être on la comprend, on peut aussi l'expliquer aux autres. Donc ça peut être intéressant. Ouais, c'est vachement stimulant en fait, parce qu'au fond, ça veut dire que tu as ressenti la sensation de te construire finalement, et tu as ressenti le fait que le travail de construction de ta sensibilité artistique, de la manière dont tu pouvais présenter ton travail en fait, était en évolution et en perpétuelle évolution. Et c'est vrai que quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certains, parfois plus, qu'on fait ça, on se dit, bon, voilà, est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'on a fait le tour de la question, tout simplement? Et puis voilà, il y a ces petits déclics de temps en temps qui peuvent simplement nous faire comprendre qu'on est toujours dans ce processus de construction et que finalement, voilà, quand on travaille un sujet, il se trouve qu'on travaille quand même des sujets bien particuliers depuis de très nombreuses années, et que même après toutes ces années, déjà le cœur et la passion qu'on y met est toujours intact. Et puis non seulement elle grandit, et puis surtout elle évolue et elle se construit toujours malgré le temps qui passe. Je voudrais revenir quand même sur ce que tu as dit juste avant. Ouais. Tu as parlé de tirage. Et ça, Ouais. c'est vrai que c'est important aussi dans le choix des photos. Si je peux donner un conseil, c'est de partir de tirage et pas de partir d'un écran. Parce que les tirages, on peut les étaler, on peut les mettre ensemble, on peut les mettre par lot, on peut regarder ce qui va ensemble, ce qui ne va pas ensemble. Et c'est beaucoup plus riche. Bon, déjà, on ferait une première petite sélection avant de faire les tirages, évidemment, puis on n'imprime pas des grandes photos, ça sert à rien. Mais déjà, d'avoir quelques petits tirages, quelques dizaines de photos comme ça qu'on met en vrac sur la table, c'est déjà une bonne base pour démarrer. Et c'est vrai qu'en plus, le rendu est quand même souvent très différent. Alors moi, je sais que c'est une déception que j'ai eue au début, d'avoir un rendu qui est quand même moins contrasté que sur un écran. Et ça, c'est difficile au début à gérer quand on traite ses photos pour savoir quel rendu exactement elles vont avoir sur du papier. Donc il faut effectivement faire des tests. Quand on passe du numérique au tirage, il y a ce côté spectaculaire qui disparaît. Ouais, c'est ça. Parce que forcément, un écran, ça met beaucoup en valeur les contrastes. On a la lumière qui vient de derrière, qui magnifie les images. Et puis finalement, on finit par s'intéresser plus que cette lumière un peu artificielle. Alors quand on a le tirage, on est vraiment dans autre chose. On n'est plus forcément aidé par ce côté spectaculaire. On a besoin d'autre chose. On a besoin d'entrer dans de la finesse, dans des nuances, de couleurs, de lumière, aussi de contraste évidemment. Mais on rentre dans quelque chose de plus fin que sur un écran. Faut déshabituer l'œil en fait, Ouais, complètement. Il faut essuyer les plâtres. C'est clair que. En fait, on passe tous par cette phase d'essai, de tester des papiers, des procédés différents. Mais c'est très dur, hein. Ouais. C'est vraiment une phase qui est difficile. Et puis on rentre dans une profondeur qui est quand on y a réussi. Quand on arrive à ça, justement, c'est quelque chose de très satisfaisant. Juste avant de faire notre expo commune avec Bruno, l'année qui précédait, en 2013, j'avais fait ma toute première expo qui avait duré juste 3 jours, mais j'avais mis le paquet, je l'avais préparé pendant au moins 6 mois. Enfin, j'étais à donf, vraiment à fond les ballons là-dessus. C'était le projet de l'année. Et ouais, j'ai vraiment ramé, quoi. J'ai vraiment ramé. Et après, j'ai eu des regrets parce que j'ai fait tirer des images qui, une fois qu'elles étaient
couché sur papier. Voilà, je l'ai jugé plus forcément indispensable, mais bon, c'est clair que J'en ai pas mal des comme ça aussi. ça fait partie, je pense, ça fait Ah, mais partie qui n'a pas fait ça, du qui- processus. Ouais. Quel photographe n'a pas des photos qui dorment dans le placard, qui ont été tirées par erreur, on va dire. Mais c'est difficile sur le coup, mais se faire violence et parvenir à réaliser ce choix-là, c'est vraiment c'est une satisfaction après a posteriori, parce que quand on a justement cette sélection arrêtée sous les yeux, on ressent presque une sorte de libération, vraiment, de se dire que voilà, ce choix c'était le bon, et maintenant voilà, Il y a les quelque images sont chose prêtes. qui se tient, qui fait un ensemble en fait, quoi. C'est ça. Qui se complète et en même temps, c'est jamais définitif parce que, surtout dans notre domaine à nous, forcément, on a toujours plein d'autres envies en termes de photos et qu'on Bien espère sûr, faire et un puis jour. bon, Et on continue et aussi dont on dans la espère prise qu'elles de vont vue pure et compléter, dure, donc les images s'ajoutent aussi au fur et à mesure des années qui passent, donc c'est un travail qui se... Mais c'est vrai que c'est intéressant le fait de parler de séries. Mais il me semble que dans la photo traditionnelle, on fonctionne toujours en matière de séries et c'est souvent des séries qui sont réfléchies à l'avance et il y a un nombre de photos qui vient compléter cette série et quelque part la série est terminée ensuite. C'est des questions aussi qu'on nous a déjà posées, en tout cas moi je les ai déjà eues, c'est et après cette série-là, qu'est-ce que vous allez faire comme Ouais, série par exemple, ouais. après les orages, comme si il y avait Ouais, voilà. un début et une fin. Or, je pense qu'on peut se considérer tous les trois dans cette situation-là. Je pense qu'on est tellement, on vit tellement cette passion météo, photo météo finalement, charnellement, que, on n'a pas le sentiment que ça puisse avoir une fin. Donc Ouais, finalement, Il y a des c'est une chances pour série. que la fin soit la mort, ouais. C'est ce qu'on disait tout C'est à ce qu'on l'heure. souhaite. Ouais. Ce qu'on dit tout à l'heure, la passion est toujours là et en fait, il n'y aura pas de fin. En tout cas, j'espère qu'on gardera cet émerveillement un peu enfantin devant les orages et qu'on continuera à faire des photos d'orage et de phénomènes climatiques. Ça, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de photographes qui travaillent par série, qui se donnent des sujets, on n'est peut-être pas dans cette discipline-là, on va dire. En tout cas, je pense pas, Basile, Chris, Basile, toi et moi. Hein. En tout cas, pour ma part, non, je pense que c'est des séries qui se transforment, qui se travaillent au fur et à mesure, et on n'a jamais arrivé au bout, pour moi, d'une série. En tout cas, quelque chose aussi vaste que ça, que les phénomènes climatiques. On fait d'autres choses à côté, je veux dire. Moi, je ne prends pas que des photos d'orage voilà. non plus. Mais en tout cas, je pense que ces phénomènes climatiques, je n'en arriverai pas au bout. C'est trop vaste, c'est trop complexe. Il y a trop de choses à voir pour dire que je m'arrête. Et en tout cas, je pense que je suis assez loin de la lassitude par rapport à ce sujet. Parce que c'est vrai qu'on est justement, là, on est au cœur du sujet de pourquoi on chasse les orages, en fait. On est justement face à l'imprévu, face au hasard. Et comment on peut dire qu'on compagnie, a en On fait, part sur un finalement, épisode comment- de 3 heures là. comment on peut dire qu'on a fini, qu'on a fait le tour d'un sujet, alors que c'est justement les orages, c'est basé sur l'imprévu et le hasard. Ça sera jamais fini. quelque chose qu'on essaie d'ailleurs en plus de supprimer au fond de notre quotidien, parce que le hasard, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser quelque part, ce qui au fond est le principe de la vie, de ne pas pouvoir être maîtrisé, c'est des sensations en fait. Mais je dirais même que ce hasard, on essaye de le supprimer de la météorologie. Moi, c'est toujours la question que je me pose, c'est est-ce que la chasse va devenir moins marrante si les prévisions météo s'améliorent continuellement et que dans 10 ans, on sait précisément qu'entre 15h et 16h, il va y avoir une tornade à tel endroit, dans tel comté du Kansas. La question, c'est est-ce qu'on va le savoir déjà? Ça, je pense qu'on en est encore assez loin. Je pense qu'on en est encore loin. Mais c'est vrai que quand on voit les modèles en 3D parfois, qui commencent à arriver, où on voit même la forme des nuages, on se pose des questions. Mais bon, déjà, ça couvre pas le monde entier, c'est-à-dire que ça dépend de l'instrumentation qu'on a sur le territoire qui est considéré. Donc, on n'aura pas les mêmes prévisions au fin fond de la Russie ou de la Mongolie et puis à Paris, pour être clair. Donc, il y aura toujours des territoires où on aura de l'imprévu et Il faudra changer nos terrains de chasse. Le chemin, l'improvisation, le chemin que mais va emprunter le coup de foudre, il sera tellement. Je pense le jour où on aura un logiciel qui pourra, un modèle météo qui nous permettra de savoir exactement quel est le canal au centimètre près que la foudre va emprunter. Faut voir qu'on est quand même sur un sujet sur un phénomène qui est complexe. Et puis pour nous, qui est sur une recherche qui est complexe, c'est-à-dire qu'on cherche à la fois un orage, certes, mais on cherche un point de vue, on cherche une ambiance, on cherche une composition. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup évolué, parce qu'au début, on allait vraiment spontanément vers l'orage en tant que tel. Et au fur et à mesure, on a commencé à rentrer dans cette
cette démarche sans fin, finalement, de perfectionner en fait, le contexte de l'orage, de trouver voilà, le point de vue qui pourra vraiment le magnifier, le mettre le plus en valeur, nous permettre de rendre, en fait, de rendre le compte au plus près de la réalité possible, du gigantisme, de la taille du phénomène. Donc c'est comme disait Bruno, c'est une démarche qui est tellement complexe, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que on est vraiment très loin d'en avoir fait le tour. Il y a toujours un fantasme de toute façon d'une photo absolument parfaite qu'on a en tête Ça, et par qu'on contre, ne c'est- fera jamais. Ouais, on a tous nos On a tous en nos a marottes, quelques-unes. hein. Qu'on ne partage pas forcément d'ailleurs, puisqu'on espère secrètement arriver un jour à ce Graal de la photographie qu'on pourra tirer sur 4 mètres par 3 et exposer sur la façade de la mairie de Paris. Je sais pas. Mais ça, c'est marrant. C'est aussi là, on est plus par rapport à ce côté partage. En fait, c'est vrai qu'on a tous des manières de fonctionner un peu différentes. Là, vraiment, je digresse un petit peu, mais en termes d'action de chasse aux orages, de prise de vue, de reportage. Et c'est vrai que c'est pareil, au fur et à mesure des années qui passent, je constate aussi que ma façon d'envisager les choses évolue aussi un petit peu. Avant, je pense que tout début, j'étais peut-être très mobile. Maintenant, je vais plus essayer de me poser, de regarder même si je sais que je suis pas idéalement placé, mais d'essayer Au fond, j'ai l'impression que la démarche devient plus spirituelle que réellement technico-photographique, on va dire. Tu pouvais résumer ça en disant que tu vieillis, hein, tout simplement. Sans doute, c'est ça, voilà, c'est ça. Je suis un vieux grigou, comme j'ai dit. Il gagne en maturité et en sagesse. Non, mais voilà, je pense qu'on a tous des... Je sais pas, il y a des chasseurs qui préfèrent chasser plus seuls, il y en a qui aiment bien être avec des confrères ou compères. Bon, Ça pourrait être un sujet à part entière de podcast. Ça m'intéresserait beaucoup de traiter cette différence entre ceux qui chassent seuls. Parce qu'il y a les grands solitaires, ouais. des grands loups Il y en solitaires, a pas mal. comme le lynx dans le Jura, on ne le voit jamais, on voit les traces, mais et puis il y a ceux qui Chasse en meute. souffrent un peu de la solitude et qui préfèrent vraiment. Il y a vraiment de tout. Hein. Ouais, je sais que vous êtes un peu de ceux-là dans la petite bande des Parisiens. Vous aimez bien vous faire des convois. Ouais, je trouve à ça, 12 très voitures, chouette. Après, c'est sûr que le groupe fait qu'on perd en spontanéité, en flexibilité. Alors, il y hein. a une petite inertie Bien sûr. pour se déplacer à chaque fois. Après, je pense que peut-être qu'on a toujours pris ça un petit peu plus au côté pas marade entre potes, mais il y a un peu de ça quand même. Ouais, si, il y a un vrai côté loisir, quoi. Ça reste une passion, plaisir. C'est un petit peu ce que la manière dont j'avais terminé le petit court-métrage qu'on avait pu faire à l'issue de notre dernier reportage aux États-Unis. Je parlais justement de cette camaraderie qui pouvait régner au sein d'une équipe. Tout à fait. Moi, je prends beaucoup de plaisir à chasser seul, parfois. Ça peut m'arriver tous les ans. Il y a fort, puis même, c'est une question de dispo. Il faut qu'on soit tous dispo au même moment. L'orage, ça se prévoit pas non plus comme des vacances 6 mois à l'avance. Voilà, il y a des moments où il se trouve qu'on est le seul dispo pour aller faire une sortie, pour aller s'immerger. Et voilà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette sensation de partage, de communion. C'est vraiment un truc qui me plaît tout autant que l'orage en lui-même, quoi. C'est sûr, et ça montre que du coup, on peut avoir une activité qui est tout à fait à loisir et divertissante, tout en ayant derrière une démarche purement artistique qui peut s'exposer dans des galeries. Bien sûr. On sent les démarches des uns et des autres dans un groupe, parce que justement, on va faire tous la même chasse, on va être tous au même endroit, avoir le même orage avec le même point de vue. Et mettons qu'on soit 4 dans la voiture, mais on va revenir avec 4 photos complètement différentes. Ouais. 4 séries de photos complètement différentes. Et c'est ça qui est intéressant. On se rend compte justement de la façon, la vision des choses des uns et des autres est complètement très variable. Le moment où je me suis rendu compte que j'avais totalement foiré mes cadrages sur une même chasse avec Bono, je me dis, waouh, j'aurais dû cadrer comme ça, beaucoup plus large, mais j'ai trop serré. Et malgré tout, c'est vrai que moi, j'ai une certaine hantise du fait d'arriver sur un point de vue avec déjà 6 mecs avec leurs trépieds qui vont shooter dans la même direction, le même orage. J'avoue Parce que que moi, je tout de pense suite, qu'il y a ça un va me moment, décourager de sortir mon appareil photo. Ce qu'on cherche aussi, c'est une vraie communion avec la nature, avec le phénomène en tant que tel. Et je pense que chacun vit... Mais après, c'est même d'un point de vue photographique, quoi. J'ai quand même envie que la photo soit ma photo, quoi.
Ouais, non, Que ce c'est. soit moi Non, qui ça- l'ai déniché à cet endroit-là. Et C'est un point de vue. Et là, on peut pas tout avoir. Hein. C'est encore une fois, c'est un choix. Donc on fait le choix de la camaraderie et de la franche Ouais. rigolade Et puis il y a parfois. aussi le Et, côté. c'est pas un voilà. très bon camarade, c'est tout. Et peut-être qu'on perd en côté personnel, Ouais. en rapport individuel avec la nature. Ça, c'est Après, sûr je pense c'est que un choix. d'être seul face à l'orage, c'est aussi totalement différent. C'est peut-être plus une introspection, quelque chose de plus profond. Oui, de plus profond en fait. Alors que d'être à 2, 3, c'est peut-être. Voilà, je pense qu'on le vit de manière plus collective, mais peut-être un peu plus. Pas légère, mais un peu plus. Je sais pas, on se concentre sur d'autres choses, je pense. De toute façon, il n'y a pas de bonne façon de chasser J'avais pas l'orage. préparé je m'étais pas préparé à parler de ça. Mes idées sont pas hyper claires, mais. Non, mais c'est bien, on digresse, on parle de plein de choses différentes autour de la chasse. Peut-être que ça parlera plus aux gens qui n'ont pas forcément cette envie absolue de partager leurs images. Parce qu'il y en a quand même aussi quelques-uns qui chassent juste pour le plaisir de voir de l'orage. Mais c'est très bien. Ça, c'est simplement. étonnant d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est une passion qui est intimement liée à l'image, en fait, à Quand même, ouais. à l'enregistrement du phénomène. Alors Bah qu'il y a ouais. beaucoup de passions où c'est pas le cas. Je sais pas, les mélomanes, par exemple, vont pas forcément avoir besoin d'enregistrer ce qu'ils font, mais quoique, je ne sais pas. Mais en tout On a cas, un chasseur bien connu en France. Pardon. On a un chasseur bien connu en France qui est septuagénaire et qui, déjà en son temps, enregistrait les orages avec sur du des coup, cassettes audio. sur des cassettes audio. Et c'était avoir dans le les son du années tonnerre. 70. Donc il y avait déjà cette démarche de vouloir garder une trace, en fait. Et c'est intéressant parce que. C'est même plus qu'une trace, moi je trouve que c'est un trophée à chaque fois. Quoi. Ouais. Enfin, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des trophées de chasse, c'est que tu as envie de. Enfin, il y a un côté victoire dans la photo ou dans le contenu que tu ramènes. Quoi. C'est que tu as gagné quelque chose. Quoi. C'est... Ouais, mais je sais pas trop. Oui, il y a ça, mais je saurais pas trop expliquer. Il y a peut-être sans doute le côté éphémère qui fait qu'on a envie de fixer l'image aussi sur du papier ou sur un support. Mais je connais quasiment aucun chasseur qui va simplement sur les lieux, écouter, regarder, et puis qui revient sans avoir des images. C'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, je pourrais pas m'en passer, hein, clairement. C'est... Ah, d'ailleurs, Si je suis sur le terrain, que j'ai pas mon il appareil y a photo, je suis qu'à pas voir bien. la frustration absolument indicible que ça peut être de De se laisser surprendre par un orage vraiment dingue et de ne rien avoir sous la main pour en garder une trace, en fait. Hein. On a tous déjà été dans cette situation-là pour des raisons X ou Y. Et ouais, simplement, on a beau pouvoir en profiter à loisir autant de temps qu'on veut, je veux dire, si on peut pas. Mais je pense que. Mais c'est un bon exercice. Hein. En tout cas, j'ai déjà essayé voilà, sur un orage, en me disant, bon, pas forcément l'orage du siècle, mais je Ouais. vais dire, allez, prends pas de photos. Ouais, pas forcément l'orage du siècle, sinon Et- on t'aurait été. Mais ouais, c'est un peu dur, mais on voit les choses différemment. Non, mais on profite vraiment différemment. c'est clair. Sans Sur photo. des petits orages un peu. Petit orage, 2 coups de tonnerre, un éclair. Bon, c'est chouette de juste regarder, profiter. Mais quand on a vraiment un phénomène qui a qui est rare, qui offre une certaine rareté finalement, parce que c'est un orage qui arrive à un moment de la journée où la lumière est comme si, parce que il est très fortement producteur de grandes chutes de foudre ramifiées. Voilà, là, il y aura vraiment ce besoin de garder une trace photographique ou vidéo du phénomène. Est-ce que c'est pour le montrer? Est-ce que c'est pour soi? Bon, Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que chaque orage est unique. Donc, si tu laisses passer celui-là, c'est comme s'il était tu peux perdu pas à te jamais. dire, ouais, c'est ça. Tu peux pas te dire, bon, bah allez, celui-là, je le prends pas en photo, mais c'est pas grave, parce que je prendrai en photo le prochain. Bah oui, mais non, parce que ce sera pas le même. Ce sera pas le même orage, ce sera pas la même scène. Et donc, effectivement, bah oui, l'envie de la capturer est forcément toujours là, quoi. Ouais, on a besoin de faire durer les choses. C'est trop éphémère, en fait. Je pense qu'on accorde aussi tous les trois une grande importance au récit qu'on veut Ça, c'est clair. coller aux images qu'on montre. Parce que les Ouais. images, certes, se suffisent à elles-mêmes, mais il y a toute une dimension. C'est presque c'est poétique, en fait. Et on a tous plus ou moins, même que ce soit toi, plus sur le plan audiovisuel, Bruno, plus sur le côté photo ou édition. Moi, un petit peu à côté aussi. Mais on a besoin, enfin, en tout cas, moi, j'ai ce besoin, en fait, de mettre en forme textuellement, de poser des mots, en fait, sur ces émotions brutes. Parfois, des fois, je prends des notes, même le jour où j'ai vécu
telle ou telle situation orageuse, de sensations vraiment brutes et qui sont encore hyper fraîches. Et j'essaie vraiment de les écrire noir sur blanc pour bien m'en souvenir, quoi, parce que il y a vraiment des choses qui sont pas forcément faciles à expliquer, à exprimer. Et justement, je crois vachement au récit qu'on peut attacher aux images qu'on sélectionne, justement. Parce qu'on juge que cet instant-là, plus qu'un autre, a un petit truc en plus. C'est marrant que tu dises ça parce que c'est le genre de choses qu'on fait habituellement après avoir rêvé, généralement. Ouais. Le Sauf fait qu'on de sera- noter moi, je me pour rappelle se jamais de mes souvenir. rêves, mais j'ai Ouais, beaucoup moi, de frustration par c'est rapport assez à rare ça. aussi. Puis de toute façon, j'ai pas le courage de prendre un carnet pour noter alors que j'ai encore la tête dans voilà. Mais c'est marrant ce parallèle, je trouve, entre ce que tu décris et le fait qu'on fasse ça après des rêves. Normalement, il y a Mais il y a des situations qui semblent tellement sortir de. ouais, c'est tellement irréel. C'est une vraie parenthèse avec le monde réel, quoi. Moi, ce qui est assez marrant, c'est des fois, je m'étais dit un jour, faudrait que je le fasse d'ailleurs. D'ailleurs, on pourrait tous le faire. Ça pourrait être un projet collectif propre à tous les chasseurs d'orage. De retourner en fait sur des lieux où on a vraiment vécu, mettons, c'est les 5 endroits où on a vécu ces 5 orages les plus extraordinaires, et de reprendre en fait une photo du lieu sans rien, sous un ciel J'ai bleu, totalement ce projet aussi. estival, sous un ciel maussade de novembre, et de montrer à quel point un paysage totalement banal, totalement vraiment sans aucun élément distinctif d'un autre paysage de plaine ou que sais-je, peut être totalement transfiguré par la simple présence de l'orage, aussi petit soit-il, quoi. Je veux dire, et en fait, l'orage est un paysage en lui-même. C'est ça il transforme tout. Ça transforme les perspectives, les profondeurs. On a des perspectives qui disparaissent sous la pluie, des montagnes qui s'évanouissent et puis qui ressortent. Enfin, c'est un phénomène qui modifie tellement notre perception du paysage qui s'ouvre sous nos yeux que je crois que c'est pour ça qu'on peut pas s'en lasser, en fait. C'est tellement puissant, c'est tellement irréel que... Bah, je crois que tu viens de réciter mot pour mot le pitch que j'avais écrit dans un Google Doc pour une prochaine vidéo. Désolé, mec, je te jure, je t'ai pas piraté. Hein. Ok. Non, mais pourquoi pas faire un projet collaboratif, effectivement, à ce sujet, hein, quelque part, ça peut être intéressant de... Attends, je prends des notes. Donc, Parce que c'est quand même très compliqué. Enfin, souvent, quand on part en chasse, on est très loin de chez soi. Ouais. Donc, se dire d'aller refaire le même trajet un Pour autre aller jour de faire ciel une photo bleu pour aller faire une totalement, photo à 500 bornes, juste du truc Non, pour ou comparer. alors faut essayer d'avoir toujours ce petit bout de projet dans un coin de sa tête quand on, par hasard, la route Quand on qui passe nous mène dans le sur coin, d'autres orages. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais par mais contre, pourquoi pas le faire en crowdsourcing, quoi. en comme on crowdsourcing, dit. c'est ça. Non, mais après, c'est pas un truc qui peut se décliner forcément sur 1000 images différentes, mais ne serait-ce que de... Pourquoi pas. Ce serait une série marrante, je trouve, de faire ça, quoi. Page de gauche, le paysage, on va dire, vierge de tout. Même en expo, d'ailleurs. En expo, ça Même pourrait en être expo, intéressant, ouais, je ça pense. pourrait être intéressant. Ouais. Bon, après, ça ferait un petit peu bizarre de tirer des photos absolument inintéressantes sur du 60-90. Non, mais Ouais. voilà, non, mais je Ça peut être une plaisante. petite Mais... vignette à côté, mais... Ouais, non, mais je plaisante. Mais c'est vrai que au niveau démarche, je pense que ça peut être juste hyper frappant de montrer à quel point un orage peut magnifier, quoi. Magnifier. Et c'est vrai que l'orage, dans l'imaginaire général, c'est voilà, la peur, le bruit, la fureur. Et il y a aussi tout le côté merveilleux, quoi, de l'univers du merveilleux. Je dis toujours qu'un photographe, il voit son boulot est de montrer ce que d'autres n'auraient pas vu à sa place. Ouais. Donc voilà, simplement, ça peut même être des photos de Il a Paris. résumé le métier de photographe en une punchline. C'est bon, quoi. Et ça, voilà, c'est quand on a réussi ça et qu'on a mis des photos qui arrivent à ça, justement. On est juste heureux d'avoir les visiteurs qui sortent et qui ont pu avoir accès à ça. Donc en gros, pour résumer un petit peu grossièrement ce qu'on vient de dire, c'est que les expositions rendent heureux les photographes qui les font et rendent heureux les gens qui assistent à ces expositions. Donc, et je pense que tous les auditeurs maintenant ont envie d'exposer leurs photos. Alors peut-être qu'on peut faire une partie un peu plus pragmatique, un peu plus comment qu'on fait si on a envie d'exposer ses photos. Vaste sujet. Alors pour ça, d'ailleurs, on a une masterclass spéciale, justement, qui vise à avoir une exposition à la fin dans la galerie. On vient de faire la première édition là, qui s'est terminée la semaine dernière, qui était juste avant l'exposition actuelle. Donc là, voilà, c'est un projet sur 9 mois. Alors, il faut bien comprendre qu'en fait, déjà, il faut du temps. On en parle depuis tout à l'heure. Cette notion de temps, elle est centrale. Comme toute chose voilà, qu'on veut voir aboutir, voilà, il faut se donner le temps. Donc une exposition, c'est minimum, tu disais tout à l'heure, Basile, 6 mois de préparation.
Je dirais que c'est un grand minimum pour une première exposition, et que c'est plutôt 6 mois, 1 an. C'est même parfois des projets qui se mûrissent sur plusieurs années. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, je pense que si on n'a pas ça, on est un peu foutu. Et puis, voilà, ensuite, il faut avoir la motivation de continuer, d'aller vraiment, pas seulement prendre des photos, mais aussi faire tout le travail qu'il y a autour, faire des tirages, faire une sélection d'abord, savoir ce qu'on veut raconter, faire des tirages, faire des cadres, faire un texte, une biographie, faire des textes pour chaque photo, pour chaque légende, définir aussi des prix si on veut vendre les photos. Voilà, mettre tout ça en forme, trouver un lieu. C'est quand même un projet assez conséquent finalement. Au départ, on n'a pas forcément l'impression, mais on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent et qui, mises ensemble, font le succès ou pas de l'exposition. Ça dépend aussi le contexte d'expo. Est-ce que c'est dans une galerie? Est-ce que c'est dans une salle que l'on va louer, que l'on va donc chercher est-ce que ça va être... Alors justement, comment j'imagine que tu penses à nos expériences. Oui, parce que il se trouve que... Comment on les trouve, ces lieux, justement? Il existe des lieux dont c'est le principe de mettre l'espace à disposition. Alors au début, les premières expos qu'on a faites avec Bruno, on s'est retrouvé dans des lieux magnifiques, certes, mais forcément, la rançon de ça, c'est franchement pas donné. Donc c'est pour ça qu'on faisait des expos dans un premier temps relativement courtes. On était sur des durées de l'ordre de la semaine, rarement plus de la dizaine de jours. Parce que... il n'y a pas de secret. Hein. Moi, on peut donner les chiffres. Basile, c'était 4 500 € pour 3 jours, ta première 3 jours. exposition. En fait, j'étais totalement... J'avais l'impression que ma vie dépendait de ce projet-là. Quoi. Vraiment, je m'étais dit, c'est la première expo, il faut que tu te... Mais je m'étais ruiné. J'avais claqué toutes mes économies dedans. Parce que j'avais fait quasiment 4000 balles de tirage. Parce que j'avais absolument rien, zéro. J'avais jamais tiré de photo de ma vie. Et j'avais loué une salle pour 3 jours. Donc oui, autour des 4000 €, un peu plus. Donc à la finale, ça faisait quand même un projet à 8000 €. Moi, à l'époque, j'avais tout juste 21 ans. Pas encore tout à fait. C'était 1 mois avant mes 21 ans. Et clairement, j'avais mis tous les ronds que j'avais dedans. Parfois, avec des petits moyens, on arrive à des choses formidables aussi. Hein. Il ne faut pas forcément partir dans l'élitisme où on va prendre que les meilleurs papiers, les meilleurs cadres. Chacun fait avec ses moyens. Et parfois, en faisant des choses intelligentes, on arrive à des très belles choses sans forcément passer par les moyens importants. Il faut simplement réfléchir un minimum, mais on peut toujours se débrouiller pour avoir un très beau... Notre formateur, Jean-Christophe Béchet, que certains connaissent peut-être, parce qu'il est pas mal on le voit souvent dans la presse photo, mais il me disait qu'il a fait pour une exposition, pour un stage qu'il faisait à Arles, qu'il encadrait à Arles. À la fin, ils ont voulu faire une exposition, parce que justement, lui, il attache beaucoup d'importance aussi à cet aboutissement du projet photo. Et puis, dans le lot, il y en avait qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et puis, ils ont fini, pour une photographe notamment, il a fait des impressions sur une imprimante de bureau. Voilà. Et puis, finalement, ça donnait quand même quelque chose. Avec quelques dizaines d'euros, ils ont réussi à faire quelque chose qui tenait la route. À l'opposé, je peux vous citer des gens qui auront mis des dizaines de milliers d'euros pour une seule exposition. Parce qu'ils sont allés chercher vraiment le tireur reconnu et hyper... avec qui ils travaillent sur des très grands formats et puis des encadrements sur mesure très compliqués. Voilà, il y a de tout. Alors, la fourchette, du coup, est très large. mais je dirais qu'une exposition, c'est entre quelques centaines d'euros et quelques milliers d'euros. Donc voilà, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il y a des photographes qui ont plus l'habitude d'exposer dans des festivals. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des festivals. Il y en a, pourtant, alors qu'il y en a beaucoup qui sont consacrés à la nature. Ils sont légion, il y en a un paquet. Et c'est une façon assez simple, finalement, de faire une première exposition. Parce que, pour rien vous cacher, la galerie, c'est pas évident d'arriver dans une galerie, surtout pour une première exposition. Hein. Moi, je reçois personnellement quasiment une demande par jour. Donc, évidemment qu'on ne peut pas répondre favorablement à toutes. Surtout qu'on a déjà nos photographes, donc c'est pas évident. On essaye toujours d'aller chercher des nouveaux, mais voilà, la galerie, c'est pas évident. Chercher un lieu qu'on va louer, financièrement, c'est quand même un sacré risque. Et puis ensuite, il reste les festivals, il reste aussi parfois chacun dans sa commune, dans les lieux publics. Parfois, voilà, il ne faut pas hésiter à pousser les portes, il ne faut pas hésiter à aller chercher. Tu fais bien de dire ça parce que justement, toi, tu avais montrer son travail. Tu avais fait une super expo à côté de Lyon, à Écully, qui avait vraiment bien marché. Voilà, une médiathèque sur les trains. Dans les gares, dans une gare aussi, tu avais exposé dans des gares. Voilà, la SNCF, gare de Lille, parce que c'était un sujet sur les trains également qui me passionne.
Voilà, faut pas hésiter à aller en fonction aussi des thèmes qu'on travaille, d'aller chercher des lieux assez Non, mais adaptés. tu fais bien de parler justement de la sphère publique parce que Parce qu'on n'est on pas a voilà. on a plein de communes, de communautés de communes, de départements, même de régions, enfin à toutes les échelles en fait, qui veulent, pas forcément que dans les grandes villes, hein, même dans des coins peut-être un petit peu moins denses, et un petit peu moins denses en termes de population et aussi en termes d'offres culturelles. Il y a plein de coins qui ont vraiment envie de créer un agenda, quoi. Alors après, c'est en- pas le même type d'expo. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une expo vente en général. Alors Ouais. souvent, c'est des lieux qui ont, alors pas toujours malheureusement, mais qui ont un petit budget aussi pour rémunérer le photographe, donc sous forme de location d'exposition. Ouais, c'est intéressant de préciser ça. Voilà, donc ça, même symboliquement, c'est important. Mm. Après, sinon, l'autre côté, c'est le festival, effectivement, où là, ça dépend des cas. Encore une fois, parfois on va payer pour exposer, parfois on est payé pour exposer. Mais en général, c'est des sommes qui sont relativement modérées, surtout si on a un petit stand. Et ça peut être une très bonne façon de commencer. Voilà, avec des frais aussi de production qui sont un peu plus limités, avec le 4-5 festival, images. Mm. Et c'est un premier coup d'essai. Ça peut être une façon aussi de se lancer. le gros avantage du festival aussi, c'est que le festival, en tout cas, un certain nombre de ces événements-là, en fait, ont atteint une taille suffisamment critique pour brasser, à moins que ce soit la première édition. Généralement, un festival qui marche et qui est réédité au fil des années, c'est un festival qui grossit, notamment en termes d'auteurs présentés et de fréquentation. Et donc, le simple fait d'exposer, mettons, pour la première fois dans un festival qui existe, mettons, depuis 10 ans, c'est aussi bénéficier de cette Passage. En fait, de la vision, ce qu'on n'a pas forcément quand on va faire une exposition dans un lieu de la visibilité, qui en sera loué et qui ne sera pas forcément aussi bien placé. C'est-à-dire qu'on va avoir un autre public que simplement sa famille et ses amis. C'est-à-dire qu'on va Les avoir gens qui vont vraiment voir un retour. les gens qui viennent voir, les gens qui viennent, nous on avait fait un festival notamment à Vincennes une fois avec Bruno en plein air. On se rendait compte que les gens qui venaient voir, évidemment déjà il y avait plein de gens qui venaient, qui passaient par là. Il y a plein de gens qui venaient au festival sans savoir vraiment exactement ce qu'ils allaient y trouver. Et puis il y a plein de gens qui venaient pour un ou deux artistes en l'occurrence et qui en fait découvraient tous les autres du même coup. Donc en fait il y a un côté très union fait la force, quoi. C'est vrai que le festival, la force du festival, c'est la force de frappe du festival, c'est vraiment cette fréquentation qui est intrinsèque. Et puis même en tant qu'exposant, c'est intéressant d'aller voir le travail des autres. Ouais. Ce que font pas d'ailleurs tous les Bien exposants, sûr. mais c'est hyper intéressant de se confronter à tout ce travail. Mais c'est vrai que Bruno disait qu'on avait tout fait. On a fait des restos avec plus ou moins de succès. On avait des tirages qui ont été un peu, des fois qu'on a retrouvé un peu dégradés avec des traces de gras. C'est pas forcément des conditions idéales d'expo, hein, clairement, mais il y a un moment où non, mais c'est bien de faire ces expériences, de voir ce qui fonctionne. Après, il y a des expos qu'on a fait dans des restos qui ont cartonné et qui étaient très bien. C'est une question de contexte. Il y a aussi pas mal de hasard. On a fait aussi des expos dans des rues qu'on pensait en fait situées suffisamment proche d'une artère hyper passante et en fait même en étant à 50 mètres des fois on passait la tête comme ça dans la rue, on voyait au loin l'avenue où ça grouillait vraiment et nous dans une rue désespérément vide, voilà, on a eu très peu de fréquentation on va dire naturelle par voilà, les invitations qu'on avait pu faire suivre. Donc il y a eu ça, toutes les expos sont différentes donc je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir au lieu, au contexte, au terme de l'espace qu'on va investir. Et moi, un des meilleurs souvenirs d'expo perso, hors atmosphère que j'ai pu faire, c'était, comme on disait tout à l'heure, Bruno, tu as vraiment bien fait de parler parce qu'on allait oublier ça aussi, en plus des festivals, le côté vraiment salle publique. Franchement, j'ai fait une expo en 2017 à côté de Dinard et l'autre à Saint-Malo en 2019, et c'est des expos qui ont le plus marché en termes de fréquentation de toutes celles que j'ai pu faire, franchement, parce qu'il y avait vraiment, la ville était hyper impliquée dans justement l'organisation de l'agenda culturel, ils avaient vraiment communiqué à mort, et après, Saint-Malo, j'ai aucun rapport personnel avec la ville de Saint-Malo, mais un jour je me suis dit, tiens, hop, allez, on va tenter, ça pourrait être chouette, d'envoyer un dossier. Il se trouve qu'ils m'ont rappelé, et j'ai été hyper bien accompagné tout au long de la préparation de cet événement-là. On a fait une expo de 3 semaines sur les remparts. Et sur les 3 semaines, il y a dû avoir entre 10 et 15 000 personnes, quoi. Et franchement, c'est une visibilité incroyable. Et pourtant, c'est excellent. Et c'est des lieux, il suffit de constituer un dossier, de bien réfléchir à sa démarche, de bien réfléchir au travail qu'on peut présenter. Et là, clairement, si la ville nous fait confiance, ça peut être une ville, encore une fois, ou n'importe quelle entité, c'est parti, quoi. Mais je vais rebondir là-dessus parce que c'est important aussi, je pense, de préciser. C'est qu'on ne part pas dans ces expositions-là pour faire de l'argent.
C'est-à-dire qu'évidemment qu'on est content quand on a remboursé nos frais, quand on a eu des ventes. Ça, c'est très Et gratifiant. le hein, simple faut fait de pas le percevoir cacher. 1 euro avec son Voilà, travail. mais rien que le fait de se dire j'ai équilibré, mais au moins même j'ai vendu. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que ça a tellement touché quelqu'un ce qu'on a fait que la personne a voulu le mettre chez lui et rapporter un bout de soi en fait chez C'est ça. ça. Donc ça, Et qui va l'avoir c'est très accroché dans gratifiant. son Par contre- salon pendant des années. Ouais. Par contre, il faut pas aller dans l'idée que c'est ça le but de l'expo, parce qu'on va jamais devenir riche, hein, enfin, sauf quelques personnes, mais faut être lucide. Enfin, en tout cas, je pense pas devenir riche avec ça. Par contre, on est riche de ces rencontres, on est riche de cette fréquentation et des. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était dans les gares, justement, tu en parlais tout à l'heure. J'avais exposé dans plusieurs gares des Hauts-de-France. La SNCF, en fait, avait fait circuler les tirages sur les quais, donc c'était vraiment accessible en pleine. Voilà. Forcément passage. avec un gros trafic, ouais. Et puis là, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont vu l'exposition. Et le premier jour, j'étais resté, du coup, et j'avais vu ces gens avec leurs bagages qui étaient comme ça en pause, avec la valise derrière la main, et qui regardaient les photos en plein milieu du passage, quoi. Et ça, c'est incroyable. Enfin, ça valait toutes les ventes de la Terre. Un petit plaisir que j'avais eu lors de ma première exposition, c'était de pas forcément me présenter aux gens comme l'auteur absolument des photos, mais plutôt me mettre en retrait et d'écouter un petit peu les discussions qu'ils pouvaient avoir entre eux. Et je trouvais ça assez marrant et assez satisfaisant aussi, parce que c'est quelque part aussi le fantasme de savoir ce que les gens pensent de nous. Enfin, je sais pas, on a tous envie de savoir ce que les gens pensent vraiment de nous. Et là, on peut le faire à ce moment-là, donc c'est assez marrant. En spectateur discret. Ouais, c'est ça. Pour Un petit peu sournois derrière. Essayer de surprendre des réactions un petit peu à chaud, Ouais. très spontanées. C'est celles dont il faut tenir compte, au fond, parce que parfois, Ouais, c'est ça. quand on discute avec... si quelque chose ne plaît pas à quelqu'un, il va pas aller voir ça peut arriver, hein, mais en général, on va pas voir l'auteur, on lui dire écoute, ce que tu fais, c'est pas terrible. Bon, donc c'est vachement intéressant, quoi. C'est vrai que Mais même en allant au-delà de ça, hein, au-delà du fait de savoir si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas, c'est qu'est-ce que ça leur évoque. Ouais, Et voilà. ça, c'est vachement Qu'est-ce c'est qu'ils vont très y trouver. intéressant. Une fois, j'avais exposé dans un restaurant, on a vraiment tout fait. Hein, comme Ouais, on a exposition. tout fait, c'est clair. On a fait des restos, on a fait des restos théâtre, on a fait que séparément, mais on a fait plein de lieux différents. Et puis, les restaurants, je conseille pas forcément, mais en tout cas, j'étais dans un restaurant et puis j'y étais venu un soir et j'entends et d'un coup, il y a toute la tablée, il y a quelqu'un qui s'est mis à parler de ma photo qui était au mur et il y a eu un moment suspendu pendant 30 secondes. Ils s'étaient complètement arrêtés de penser à autre chose. Ils étaient tous les yeux fixés sur la photo et ils regardaient. Il y a le type qui disait ce que ça lui évoquait, à quoi il pensait, les lumières, la façon dont les gens étaient placés sur la photo. Et voilà, ça a duré un petit instant suspendu, comme ça, 30 secondes. Et là, il n'y a rien que ça. Ça valait le fait d'avoir fait l'expo, quoi. Ouais. Puis après, le serveur est venu demander la commande et il s'en est on repassé à autre chose. dans des considérations Mais voilà, plus terre à terre. C'était d'un coup, tout s'était envolé, quoi. Il n'y avait plus que ça, plus que cet échange. On retourne un petit peu dans la valeur de l'immatériel, finalement, qu'on évoquait tout à l'heure. Quelque chose qui n'est pas forcément quantifiable, mais qui pourtant a un réel impact sur la façon dont on peut ressentir les choses. Mais ce que tu dis, en tout cas, Chris, c'est assez naturel, c'est assez humain. En fait, on a tous envie de savoir ce que pensent les gens de nous, C'est ça, ouais. comment ils nous voient, comment ils nous perçoivent. Parce qu'au-delà de la photo en elle-même, ça parle un peu de nous. C'est-à-dire qu'une photo, c'est très personnel, on y met beaucoup de son cœur. Et donc, c'est une part de nous qui est dans la photo. Et je pense que ce que tu cherches à savoir, en fait, c'est comment les gens te voient, plus que comment ils voient ton travail. C'est vraiment une petite part de soi qui est figée sur un support. Bon, après, on a aussi des questions parfois un peu... On peut se rendre compte de la façon dont les gens perçoivent l'orage de manière plus ou moins... Réaliste. Réaliste, on va dire ça. Plus ou moins dans les lois de la physique. Ouais. Ou en dehors, d'ailleurs. Plutôt en dehors, ouais. Mais du coup, ça permet justement à ces moments-là de faire preuve d'un peu de pédagogie aussi. C'est hyper intéressant aussi. Hein. Ça, c'est un point qu'on n'a pas forcément abordé jusqu'ici, là. Je trouve ça toujours assez magique, le moment où il y a quelqu'un qui arrive, qui regarde, en l'occurrence, là, la photo d'orage, il ne comprend pas trop comment ça fonctionne, il se pose plein de questions. Et on voit qu'il se pose des questions. Alors, on va le voir, on essaie de voir un petit peu quels sont ces points d'interrogation. Et puis, on lui explique. On rentre dans une démarche un peu de vulgarisation plus ou moins habile. Et là, on regarde, on voit son regard, et là, ça s'illumine. Ça y est, quoi. C'est clair. Et là, il y a pareil, il y a de la satisfaction de pouvoir
sentir que voilà, qu'on a eu un échange hyper constructif avec quelqu'un qui avait peut-être un a priori telle d'une manière ou d'une autre, qui considérait des choses de façon peut-être un petit peu inexacte. Ou je trouve ça toujours intéressant de pouvoir discuter de manière hyper posée comme ça, même en l'occurrence du côté purement physique, didactique du phénomène. Bon, alors tout ça, c'était pour le côté sérieux et poétique de notre mission d'artiste, avec des gros guillemets. Hein. Mais on a passé aussi pas mal de temps à discuter des aspects plus divertissants de ce genre d'événement. J'ai coupé un peu au montage pour pas qu'on m'accuse d'encourager les rassemblements sociaux par les temps qui courent. Mais je vous laisse quand même quelques minutes d'enthousiasme. Ça me fait penser, c'était il y a bientôt 7 ans, c'était en octobre 2014 du coup, à cette fameuse expo, première expo commune. On avait mis le paquet, parce qu'il y a toujours cette fameuse tradition du vernissage. Ouais. Voilà, à chaque fois. En Les ce moment, petits c'est un fours, peu le compliqué. C'est pour champagne. ça que c'est un peu particulier en ce moment, parce qu'une expo sans vernissage, c'est un peu comme un orage sans foudre, quoi. C'est-à-dire, il y a ce moment un peu magique où l'expo est lancée, ça y est, c'est parti, l'aventure commence, et on reçoit du monde, on fait un petit peu la fête. On Au a fond, plein de vie directement, ouais. c'est un peu la célébration quelque Ouais, part. ouais. On s'était amusé d'ailleurs de ça. On avait dit qu'on n'avait pas fait une soupe populaire ce soir-là. On avait fait un champagne populaire parce que c'est vrai que on distribuait des coupes à des gens qu'on connaissait même pas. Enfin, c'est vrai que il y avait un côté assez marrant en fait de fête, quoi. C'était vraiment. Moi, j'en garde un très bon souvenir, hein, franchement. Bah, c'est vivant, hein. D'ailleurs, c'est ce qui nous manque un peu en ce moment. La galerie, je l'ai montée aussi pour ça. C'est pour que ça soit un lieu de vie. Un lieu de vie, ça veut dire que les gens se rencontrent, que les gens viennent pas que pour les photos, mais aussi, nous, on fait des concerts, par exemple, ici. Il y a des vernissages, il y a des lancements de livres, il y a toujours des petites choses comme ça. On a fait des afterwork même. Bon, bref, on a exploré plein de choses. Mais ça fait partie de l'échange aussi. Il y a l'échange du visiteur avec la photo, qui est très individuel finalement, qui est très personnel. Mais il y a aussi l'échange entre les visiteurs, entre les visiteurs et l'artiste et le galeriste. Et ça passe par le vernissage, ça passe par des événements qui sont autour. Donc en ce moment, on est un petit peu frustré par rapport à ça. Évidemment, ça ne va pas durer non plus des années, j'espère. Mais ça, c'est assez important aussi dans l'exposition. Il y a ce partage, en fait, qui est un peu unique. Bon bah voilà, soit vous avez ressenti le plaisir qu'on a à organiser ce genre d'événement, soit vous nous prenez pour des vieux cons qui comprennent rien à Insta et au fait de rendre ces photos visibles au monde entier. Mais je pense que les deux sont pas incompatibles, et qu'il n'y a pas besoin d'être un photographe pro pour vouloir montrer ses œuvres de différentes manières. Où est-ce qu'on peut retrouver vos photographies ailleurs que dans cette exposition, si jamais on habite un petit peu trop loin de Paris et que c'est un peu compliqué de venir à l'expo? C'est là que le numérique est quand même C'est magnifique. Hein. On a passé beaucoup de temps à expliquer que c'était pas l'alpha et l'oméga, mais c'est quand même très utile, très pratique de pouvoir simplement aller sur le site internet. Hein. Pour la galerie, c'est lagaleriedesphotographes.fr, tout simplement, tout attaché, lagaleriedesphotographes.fr. Et donc là, on retrouve le travail des artistes. Alors, il faut que je mette à jour pour cette exposition d'ailleurs. Et toi, tes photos à toi, parce que donc les miennes notamment sont sur la galerie, comme tous les artistes, et sinon sur mon site personnel qui s'appelle L'Aventure Autrement. Voilà, Basile, lui, a son propre site qui s'appelle Cieux sous tension. Et donc le site sur le plan photo, et puis pour tout ce qui concerne le côté audiovisuel, du coup YouTube est aussi un bon point de chute. Est-ce que vous connaissez YouTube? C'est un site plutôt sympa. Ouais, c'est assez récent, mais bon, c'est un peu de niche, hein, mais bon. Non, Cieux sous tension sur quelques moteurs de recherche que ce soit, ou sur YouTube pour découvrir tous les petites créations vidéo. Bah écoutez, merci beaucoup les gars. Au plaisir. On va aller se coucher maintenant. Ouais. Et puis n'oubliez pas de... Si j'ai bien compris, il te reste un petit peu de route, toi. Ouais, moi je rentre à la maison, donc j'ai 4 heures de route, mais ça me fait plaisir de rouler la nuit, j'aime bien ça. Il y a ce petit côté retour de chasse. Ouais, voilà. Que j'espère retrouver réellement bientôt, mais voilà, en attendant, I am a l'esprit qui est là. cowboy. C'est ça. Malheureusement, les orages, eux, ils sont un peu après le couvre-feu en général. Ouais. C'est pour ça que le couvre-feu l'hiver pour un chasseur d'orage, ça va. Ça va. Le couvre-feu en plein mois de juin, je crois que... Là, il va falloir qu'on passe vite à autre chose, parce que ça va être compliqué. Non, puis je pense qu'on a tous besoin aussi de renouer avec des sensations d'évasion, de liberté. Enfin, de liberté. Juste de liberté au sens, pas au sens je fais ce que je veux, mais au sens
je me sens plein et entier, quoi. Après cette pizza, tu te sens pas plein et entier. Je me sens moins plein qu'Agda. Est-ce que les échanges vont être coupés au montage? C'est pour le making of. Pour rappel, si vous êtes sur Paris, l'expo se passe à la Galerie des Photographes, au 29 rue Keller dans le 11e. C'est pas très loin de Bastille. Sauf confinement surprise ou chamboulement des mesures sanitaires, Bruno pense organiser des séances de projection vidéo en petit comité le dernier week-end. On vous en reparlera sur les réseaux sociaux. De mon côté, j'espère reprendre les enregistrements plus souvent. Continuez à me donner vos impressions par rapport au podcast ou même des idées de sujets, ça peut servir. Allez, courage à tous, on est bientôt dans le monde d'après. C'est 6000 de Kep.